Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Héloïse Moignot et Jennifer Maumont pour notre nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk show a été lancé à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable. Il a vraiment pour vocation de connecter des experts, des professionnels de l'industrie de la mode et du textile et le grand public pour qu'ensemble nous puissions co-créer l'industrie de demain. Alors aujourd'hui, un thème que nous allons aborder, c'est comment éviter le greenwashing. Alors le greenwashing, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment notamment. Et en quoi ça consiste? En fait, c'est un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises utilisent la couleur verte pour faire croire que la marque est éco-responsable. C'est aussi un procédé marketing qui est utilisé par une organisation dans le but de donner une image de responsabilité écologique souvent trompeuse. On se rend compte aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile de savoir si une marque est vraiment éco-responsable. Il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent à faire des chartes RSE, notamment dans la fast fashion, mais ces chartes sont souvent, ces chartes RSE de responsabilité sociétale des entreprises sont souvent encore assez floues. Alors heureusement, aujourd'hui, on a des marques qui s'inscrivent dans la slow fashion, qui s'engagent à être de plus en plus transparentes et honnêtes, en révélant notamment les coulisses de leur chaîne d'approvisionnement, et en traçant le plus possible en fait les différentes étapes de fabrication de leurs vêtements, de leurs accessoires. Alors aujourd'hui, j'accueille justement deux entrepreneurs qui sont engagés dans cette mode éco-responsable, qui ont d'ailleurs contribué toutes les deux au guide de la mode éco-responsable et qui vont nous parler de ce qu'elles font justement au quotidien pour lutter contre le greenwashing et développer la slow fashion. Alors d'une part, j'ai Héloïse Moignot, donc cofondatrice de Slow We Are, le label de confiance de la mode éco-responsable, qui a été créé en 2017. Alors Héloïse, toi tu as un parcours assez varié puisque tu es passée de la mode du prêt-à-porter à l'agroalimentaire en passant par les assurances, avant de te tourner finalement vers la mode éthique puisque tu es passionnée de belles matières et de savoir-faire textile. Et c'est comme ça que tu es arrivée donc à cofonder Slow We Are, ce label qui permet de faciliter l'accès aux consommateurs à des marques de mode véritablement engagées dans une démarche éco-responsable. Et du coup, vous les rassemblez notamment sur une plateforme et vous les mettez en lumière via les réseaux sociaux et des événements grand public. Donc, on va vraiment parler aujourd'hui de comment vous faites au quotidien pour que Slow We Are se développe et permette à de plus en plus de marques d'avoir la possibilité d'utiliser votre label. Et d'autre part, nous avons donc Jennifer Maumont, qui est cofondatrice de la marque de maroquinerie Jules et Jen, qui est donc l'habilité Slow We Are. Alors, ça fait plus de 20 ans que tu travailles donc dans l'industrie de la mode, notamment tu as travaillé dans le luxe, la fast fashion, et toi, tu as vraiment une prise de conscience graduelle, en fait, sur ce besoin de consommer autrement. Et donc, c'est comme ça que tu te décides de développer la marque Jules et Jen, du coup, avec Julien. Et donc, vous développez cette marque de maroquinerie pour hommes et femmes qui propose des chaussures, sacs, accessoires en cuir. Donc, on va parler bien précisément pendant ce talk show. Et vous, votre valeur fondatrice, c'est vraiment la transparence pour que les clients qui viennent acheter chez vous aient connaissance des coulisses de la fabrication et choisissent en pleine conscience. Alors, pour tous ceux qui nous suivent ce soir, je vous invite à préparer vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra à la fin. Et pour commencer, donc, on va commencer par parler justement de ce label Slow We Are. Comment est-ce qu'il est né, Héloïse? Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez décidé de créer Slow We Are? Comment c'est devenu ce label? Et en quoi est-ce qu'il permet de lutter finalement contre le greenwashing? Merci Natacha pour l'invitation et bonsoir à tous. Donc en fait, Slow We Are, c'est comme tu l'as expliqué, c'est un label de confiance qui a été créé en 2017, qui est à l'origine, qui est vraiment le résultat d'un parcours personnel, puisqu'en fait, il y a plusieurs années de cela, je me posais beaucoup de questions sur ma manière de consommer. J'étais à la recherche en fait de marques de mode éco-responsable qui fabriquent dans de bonnes conditions avec des valeurs liées à l'authenticité, à la proximité, mais aussi qui avaient vraiment de véritables engagements pour valoriser la filière du textile. Et au fur et à mesure de mes recherches en tant que consommatrice, je me suis rendu compte qu'il y avait d'un côté des marques de fast fashion, des marques milieu de gamme ou haut de gamme, et de l'autre côté des marques aussi éco-responsables qui faisaient bien les choses mais qui manquaient de visibilité. Donc ça m'a donné envie vraiment de creuser ce sujet-là, de savoir pourquoi elles manquaient de visibilité, qu'est-ce qu'elles faisaient de bien et comment à leur niveau
elle réinventait en fait la filière du textile. Et ma toute première action, ça a été de commencer à réunir des consommateurs autour d'événements, comme des visites guidées de boutiques dans Paris pour faire découvrir justement des ateliers, des créateurs, montrer comment on fait un vêtement, quelle est la valeur ajoutée de ces savoir-faire-là. Et puis, par la démonstration, en fait, sensibiliser le consommateur au vrai prix des choses et à la valeur d'un vêtement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le consommateur avait avant tout besoin d'informations. Donc ça, c'était en 2015-2016. Il y avait très peu de sites et de livres sur le sujet. Et donc, ce qui avait besoin à l'époque, c'était des articles de fond pour expliquer, pour donner les clés d'une consommation plus consciente. Et donc, c'est comme ça que l'aventure de Slow We Are a commencé, avec cet objectif de pouvoir guider le consommateur dans sa transition vestimentaire. Et quand on a lancé Slow We Are en 2017, notre première mission, ça a été finalement de continuer là-dessus, d'apporter énormément d'informations, mais aussi tout de suite de valoriser les marques qui sont engagées. Et donc, pour ce faire, sur la plateforme, voilà, Natacha, tu viens de le montrer, on trouve la partie magazine, mais aussi la partie label avec en fait, un collectif de marques qui se retrouvent, qui sont regroupées parce qu'elles partagent des valeurs communes. Alors, je vais peut-être en parler un petit peu plus tard sur notre audit, sur notre cahier des charges et la manière dont on les labellise, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. En fait, toutes les marques qui sont présentes sur notre site à travers la rubrique Les marques labellisées sont auditées en amont pour valider la cohérence de leur démarche. Et je parle vraiment de cohérence de démarche et pas uniquement de produit, parce que nous, on va regarder vraiment le mode de fonctionnement de la marque sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, ça veut dire de la matière première jusqu'à sa relation avec le consommateur en passant par sa gouvernance d'entreprise. Et après quoi, voilà, si la marque est vraiment en phase avec notre cahier des charges, elle va se retrouver sur notre site et elle va rejoindre aussi un réseau de marques qui est composé d'autres marques du label. Et entre elles peuvent s'entraider. Et nous, on est là aussi en appui pour leur apporter de la visibilité, puisque l'objectif, c'est d'aider le consommateur à identifier les marques qui sont, qui font bien les choses. Et comme tu le disais, Natacha, qui font les choses de manière sincère, engagée et qui ne font pas de greenwashing. Parce qu'en gros, ce qui nous définit, c'est qu'on a un label de confiance finalement anti-green et social washing. Parce qu'on parle beaucoup de la partie du maquillage vert au niveau de l'environnement, mais il y a aussi toute la partie sociale qui est souvent occultée, alors que c'est aussi une composante, c'est essentiel de pouvoir aussi mettre en lumière cet aspect-là. Ok. Et du coup, on voit le label, il est juste derrière toi, c'est ça hein? Oui, voilà. Voilà, on voit celui de 2019, il y a aussi celui de 2020, et voilà, ça fait depuis 4 ans qu'on labellise les marques. Et Jennifer fait partie Julian Jen, en l'occurrence, fait partie des toute première marque qui nous a rejoint. Donc, on est vraiment très fiers de voir l'évolution de la marque. Et puis aussi d'avoir des marques aussi qu'on peut suivre sur le long terme, parce que voilà, la labellisation, elle est renouvelable tous les ans pour pouvoir justement avoir un suivi concret de la marque. Et c'est hyper intéressant de voir que finalement, en 2-3 ans, une marque, de départ, elle est engagée, mais elle arrive à mettre encore plus de choses en place pour avoir encore un impact encore plus fort au niveau de ses engagements. Donc, c'est vraiment un suivi que l'on souhaite mener sous la forme d'un… En fait, on parle de partenariat parce que voilà, on n'est pas juste là pour tamponner, on est là vraiment pour accompagner et valoriser, promouvoir la mode éco-responsable et ses acteurs. Ok. Du coup, on va voir plus précisément après avec toi, Jennifer, comment ça s'est passé justement de rejoindre Slow We Are. Mais est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, Héloïse, c'est quoi la différence entre le label Slow We Are et un label ou une certification comme GOTS Ecotech, dont on a déjà parlé dans un précédent épisode justement? Qu'est-ce qui vous différencie de ce type d'organisme en fait?
Alors, il y a plein de choses qui nous différencient dans le sens où, en fait, nous, on est un label de confiance pour valoriser les démarches des marques à destination du consommateur. Donc, on est vraiment sur la partie aval, je dirais. Le label GOTS ou Ecotex, ce sont des labels qui sont très sérieux et très intéressants. Donc, sur lesquels, qui sont là pour labelliser avant tout, pour le label GOTS en tout cas, une matière ou un produit fini. Mais voilà, on parle vraiment de produits à cette échelle-là. Et le label Ecotex, il est là pour garantir la non-toxicité d'un vêtement pour la santé. Donc, ce sont des labels que nous, on appelle des labels industriels, donc qui sont vraiment au niveau du produit. Et nous, on s'appuie sur ces labels-là aussi au niveau de notre audit. Quand une marque nous dit, voilà, j'utilise par exemple du coton bio, on va lui demander, voilà, est-ce que du coup, tu as une certification? Est-ce que tu as des garanties à nous fournir pour justifier le fait que finalement, ton coton, il est réellement bio ou pas? Et le pareil pour le label Ecotex. Voilà, je ne sais pas du coup si ça répond à la question en totalité, mais en tout cas, c'est vraiment des labels qui sont là pour accompagner la marque dans son mode de fonctionnement lors de son sourcing. Et du coup, toi, Jennifer, tu as aussi d'autres labels, notamment Origine France Garantie. Et tu peux nous donner, toi, justement, la différence par rapport à un tel label et ce que Slow We Are t'apporte, toi, en tant que marque? Alors, déjà, d'un point de vue marque, si je veux, en présentant rapidement ce que fait Julie James, qu'on n'a pas parlé. Donc, oui. Voilà, si tu peux présenter la prochaine question. Rapidement. Donc, nous, c'est marrant parce que c'est assez proche de la réflexion que se faisait Héloïse il y a 5 ans. Nous, on est parti du constat il y a 5 ans que si on n'était pas un professionnel de la mode, c'était très compliqué d'évaluer la valeur d'un vêtement, d'une chaussure, d'un sac. Et que donc, il fallait partager le savoir, l'information, pour que les clients, mais aussi ceux qui n'achètent pas forcément, mais pour que tout le monde soit plus à même de choisir comment consommer. Donc, nous, la valeur fondatrice dès le début, ça a été la transparence. Donc, la transparence, ça veut dire montrer, je sais pas, on peut le voir sur notre site internet, on montre les coulisses de nos ateliers, on montre où sont fabriqués les produits. Chaque produit est fabriqué dans un atelier différent parce que certaines paires de chaussures se font dans certains ateliers, des paires de chaussures plus casual se font dans d'autres ateliers, etc. Donc, on montre vraiment, on explique le processus de fabrication des produits. Et un autre aspect de la transparence, par exemple, c'est d'expliquer aussi le coût de nos produits. Donc, si on peut voir une fiche produit de notre site, par exemple, on peut voir que nous, on est très justement transparent sur, voilà, le prix de la matière d'un produit, c'est tant, le prix de la fabrication d'un produit, c'est autre chose. Justement, là, sur les baskets qu'on voit, un basket qui a 100 €, il est fabriqué au Portugal, voilà le coût de la fabrication. Un autre qui est fabriqué en France, voilà le coût de la fabrication. Et on se rend compte qu'il y en a un qui est vendu à 100 € et l'autre à 150. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est que il y en a un qui est fabriqué en France avec les charges françaises et dans l'environnement français, et l'autre qui est fabriqué dans un très bon atelier aussi complètement normal au Portugal, mais dans un contexte économique qui est pas le même. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour que les gens, on ne dit pas que c'est bien d'acheter ce qui vient du Portugal ou ce qui est bien d'acheter ce qui vient de France, mais c'est pour dire, voilà ce que tu achètes à ce prix-là, et voilà à quoi correspond l'argent que tu mets dans la paire de baskets. Donc voilà, on essaie d'être très didactique et d'être super transparent sur aussi les matières qu'on utilise, d'où viennent les matières, qu'est-ce que c'est comme matière, où vont nos produits, etc. Donc tout ça, c'était déjà un des clés de notre approche, et qu'on a doublé, enfin on a également décidé
que l'autre grand pilier, c'était d'essayer de lutter contre la surconsommation, donc l'approche complètement slow fashion. Donc nous, la façon dont on la vit au global, c'est qu'on choisit déjà de proposer des modèles intemporels qu'on n'a pas envie de jeter à la fin de la saison, des modèles durables parce qu'ils sont de bonne qualité, et du coup, on les propose, enfin, on ne fait jamais de soldes pour justement pas pousser à consommer des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, c'est sur ces 3 piliers qu'on arrive à c'est comme ça que nous, on définit chez nous la slow fashion. Et c'est donc, en fait, quand on s'est lancé, c'est assez naturellement finalement que on s'est contacté, enfin, que j'ai contacté, je sais pas, je me souviens plus, qu'on s'est retrouvé toujours avec Héloïse pour justement discuter et vérifier, enfin valider que vraiment c'était dans ce même état d'esprit que nous on avait envie de faire avancer la mode. Donc elle de son angle et moi de mon angle. Et que en fait c'était autour de ces valeurs communes de mieux consommer, moins consommer, des produits meilleurs pour les hommes et pour la planète que on voulait œuvrer chacune, quoi. Donc c'est très naturellement que Julie Jen et Sawyer ont commencé leur partenariat. Donc nous aussi on venait de se lancer en 2017. Nous on s'est lancé il y a 4 ans, donc en novembre 2016, et donc c'était tout nouveau. Leur Sawyer c'était tout nouveau aussi, donc voilà, on ne savait pas si et l'un et l'autre on allait se développer ou pas, mais bon, je trouve, on s'est tout de suite fait confiance et en fait, on voyait bien qu'on était quand même chacune engagée de notre façon dans la slow fashion. Donc voilà. Donc c'est vrai que le label pour revenir à la question. Voilà, c'est ça. Oui, du coup, j'ai un petit peu fait dans le désordre. Mais c'est bien, pour revenir à la question, c'est vrai que le label de Slow We Are, pour nous, enfin pour moi, je le considère, c'est un label presque de concept, d'approche. C'est-à-dire c'est un label qui s'applique pas seulement à une chose qu'on fait dans la société, mais à quasiment tout ce qu'on fait dans la société. Donc tu me diras si c'est complètement faux, Héloïse, ou complètement juste. Mais l'idée, c'est que c'est une approche hyper holistique par rapport à d'autres labels qui existent. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle a dit quand en fait, il challenge la cohérence en fait de l'approche, le fait que on n'est pas seulement omnubilé par utiliser à tout prix des matières véganes ou des matières que sourcées en France, ou en fait c'est pas un seul point qui vont regarder, comme peut être le label OFG qui est vraiment focalisé sur le Made in France, un label GOT qui est complètement sur la matière. Donc eux, c'est vraiment cette approche globale que moi je trouve est assez puissante, parce que justement ça permet de dire on avance sur les 2 pieds, donc en effet de l'environnement et du social, et ça permet aussi d'avoir plein d'options pour s'améliorer, c'est-à-dire on ne va pas se focaliser que sur là où on va produire ou que sur la matière, mais de manière générale, on va essayer de moins produire au total. Donc, quand je veux moins produire ou quand je veux faire plus d'économie circulaire, enfin plus de circularité, qu'est-ce qui est possible? Et en fait, c'est pas juste je réfléchis à la matière, je réfléchis à des partenariats, je réfléchis à mon organisation en interne, à mes relations avec les fabricants. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est pas mal, enfin, que moi je trouve qui est l'avantage du label Slow We Are et leur force, c'est par rapport à d'autres labels, c'est ça. Et donc nous, chez Julie Jen, on travaille avec aussi, enfin, on travaille avec le label Origine France Garantie. Donc, Origine France Garantie, parce que vous dans d'autres talk shows, vous en avez parlé peut-être? Pas encore. Mais ce donc, sera rapidement, sur la fabrication française, voilà. Voilà, donc rapidement, donc c'est un label qui, comme son nom l'indique, met en avant, promeut la véritable fabrication française. Enfin, véritable, après, ce qui signifie que l'obtention du label
prouve que toutes les étapes de fabrication du produit sont vraiment faites en France, parce que avec la loi qui existe, il suffit de faire quelques opérations finales en France et on peut écrire Made in France sur un produit. Alors que là, le label, lui, il va dans le détail vraiment du processus de fabrication pour s'assurer que toutes les étapes sont vraiment réalisées en France. Et ensuite, il s'assure que plus de 50% de la valeur du produit est aussi créée en France. Donc là, c'est un label qui est sur vraiment le Made in France, mais qui est par contre très détaillé, c'est-à-dire que le label, il travaille avec des auditeurs, des bureaux d'audit externes, c'est Veritas, Avnor, les gros auditeurs, et donc il obtient une légitimité par l'utilisation justement de ces bureaux externes, de ces auditeurs qui eux sont pas à la solde du label, mais qui qui appliquent des règles qui sont hyper strictes et externes au label. Voilà. Merci de nous avoir expliqué ces différences. Je pense que c'est important pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas forcément Slow We Are ou qui ne connaissaient pas la différence avec les autres labels. Du coup, c'est bien, Jennifer, tu as déjà répondu à pas mal de questions qu'on voulait voir sur tes engagements, comment tu t'inscris dans la slow fashion. Et du coup, pour rebondir sur Slow We Are, est-ce que tu voudrais compléter certaines choses, Héloïse, par rapport à en quoi consiste le label, les critères? Est-ce que tu voudrais en parler plus précisément dès maintenant? Oui, bien sûr. Du coup, si tu peux passer la petite présentation que je t'ai envoyée. Donc, en fait, quand on commence à avancer avec une marque qui souhaite se faire labelliser Slow We Are, il y a des prérogatives à respecter. La toute première étape pour se faire labelliser, c'est déjà de pouvoir d'avoir un rendez-vous de prise de contact avec nous. Et ensuite, on va avoir un ou plusieurs entretiens physiques avec la marque. Cette dimension-là, elle est importante parce que du coup, ce qu'il faut savoir sur notre label, c'est qu'on a, comme le disait Jennifer, une vision totalement holistique et qualitative. Donc, du coup, pour nous, c'est important de rentrer en matière avec les fondateurs de la marque et de pouvoir, dès les premiers entretiens, valider plusieurs dimensions. C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Celle-là, hein, c'est ce qui me semblait, ouais. Mais du coup, j'avais celle-là et l'autre, du coup, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'est les prérogatives. Voilà, les prérogatives pour être labellisé Slow We Are. Donc, c'est tout d'abord des conditions de travail respectueuses de l'humain et de l'environnement, la sauvegarde et la création d'emplois, être aussi dans une phase de production raisonnée, être aussi une entreprise qui favorise l'inclusion sociale, participer à la sauvegarde et à la transmission des savoir-faire matériels et immatériels. Donc, il y a vraiment l'aspect culturel qui est important avec la non-appropriation aussi culturelle. Et puis, bien entendu, des collections qui sont majoritairement produites avec des matières éco-responsables et de manière éco-responsable. Donc là, ça donne vraiment la vision qu'on a complètement à 360 degrés sur l'entreprise, sur sa gouvernance, sa RSE, sa chaîne de valeur et ses engagements éco-responsables au regard de notre manifeste. Et en fait, toutes ces informations-là, nous, on va pouvoir les croiser à travers du coup l'autre schéma, si tu veux bien le montrer. Voilà, donc en fait, on va avoir 6 axes d'analyse. La première, c'est déjà, on va valider le fait que la marque, elle a bien une démarche équilibrée du point de vue des 3 piliers du développement durable. Donc, le social, l'environnemental, mais aussi l'économique, on oublie parfois. Qu'elle est bien aussi dans une phase de processus d'amélioration continue. Donc, ça, c'est important parce qu'une marque d'emblée peut bien faire les choses, mais c'est important d'avoir un axe de progrès parce qu'il y a toujours des challenges, il y a toujours des choses à améliorer et les choses ne sont pas figées dans le temps. Nous-mêmes, on évolue aussi au niveau de notre label. Il y a toujours des choses qu'on améliore, des choses qu'on prend en compte dans nos audits aussi. Une chaîne de valeur éthique, et ça sur l'ensemble de la production jusqu'à la relation avec le consommateur. Une production raisonnée. Et puis aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un impact social et environnemental positif. Et finalement, ce qu'on va venir nous valider au global, c'est que la mission d'entreprise et l'entreprise en elle-même
ne s'apparente pas à du green et du social washing. C'est-à-dire que ça va bien plus loin d'un discours de marque. Il y a des actions concrètes qui sont entamées, qui ont déjà été entamées, qui sont entamées et qui vont être entamées. Donc, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Donc, suite à cet audit aussi, nous, on va définir on va faire un rapport à la marque, finalement avec un peu notre conclusion par rapport à l'audit. On va lui transmettre les axes d'amélioration, les questionnements qu'on peut aussi avoir, de manière à ce que dans l'année en cours qui suit juste la labellisation, eh ben, elle puisse travailler sur ces axes-là et que nous, l'année suivante, au moment de du renouvellement de la labellisation, on puisse voir dans quelle mesure ces axes ont été travaillés ou pas avec la marque. Donc là, elle doit aussi justifier les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu parfois travailler sur certains aspects. Voilà, ou qu'elle a pu travailler, développer certains aspects. Voilà, donc là, c'est vraiment à ce niveau-là aussi que la marque est challengée. Et du coup, après, comment ça se matérialise concrètement? Parce qu'il y a à la fois donc l'audit qui se fait, on va dire, dans les coulisses, mais après, comment vous le présentez au grand public? Du coup, ouais, comment le présenter? Alors, consommateurs. Ouais, alors du coup, nous, c'est vrai qu'on a un label de confiance, comme je le disais, et toutes les données que l'on collecte de la part des marques à travers l'audit, c'est quelque chose qui est totalement confidentiel parce que les marques, elles se livrent vraiment à nous, on leur demande vraiment d'être transparentes. Donc, il y a vraiment cette notion de transparence, d'éthique et de cohérence que l'on valide. Et donc, toute cette phase de collecte d'infos, elle est hyper délicate. Donc, c'est des choses que nous, on a en interne, mais que l'on garde en fait. On ne peut pas se permettre de communiquer des informations confidentielles aux consommateurs. Donc, nous, on restitue l'information, la démarche de la marque, son univers, ses engagements à travers une page de présentation de la marque que l'on trouve sur notre site. Okay. Ben, on peut en montrer une si tu veux. Oui, mais on peut montrer celle de Julien Jeanne. Ben voilà, c'est tant qu'à faire. Ouais. Et après, tu nous expliqueras, toi, du coup, Jennifer, de ton point de vue, comment ça s'est passé l'audit. Alors, je vais montrer la page, comme ça, on va voir. Voilà. Donc, en fait, sur la page de Julien Jens, alors voilà, il y a une photo tout en haut qui représente l'univers un peu de la marque. Donc, Julien Jens fait de la maroquinerie, donc c'est le message qu'on va faire passer dès le départ. Ensuite, on trouve les engagements éco-responsables que nous, on a validés. Donc, ce sont les engagements de notre manifeste. Aujourd'hui, il y a une quarantaine d'engagements sur lesquels les marques sont challengées. Et donc là, on retrouve sur notre page les engagements que nous, on a validés. Donc, on ne demande pas à une marque de valider les 40 engagements. Là, en l'occurrence, Shenzhen une démarche assez complète. Donc, on retrouve toute la dimension locale de la marque, avec le Made in France, le côté européen, le côté local, le côté aussi zéro déchet upcycling avec les nouveaux produits qui viennent d'être lancés, la partie équitable avec vraiment un travail main dans la main avec les fournisseurs, et puis la partie savoir-faire aussi qui est importante. Et puis, vraiment à la base de tout ça, l'éthique et la transparence qui sont les deux engagements indispensables pour être labellisé Slow Year. Et après, on voit, il y a la présentation de la marque, ça reprend voilà. ce qu'il y a sur le site. Et puis, ouais, donc ça, c'est le texte à la marque. Voilà, et on renvoie pour les visiteurs vers le site de la marque et puis vers l'interview aussi qu'on a pu faire de l'équipe. Ok, super. Du coup, Jennifer, tu peux nous apporter ta vision du point de vue de l'audité, puisque là, on a vu Héloïse nous partager comment ça se passe de son point de vue en tant qu'auditeur, auditrice. Voilà, vas-y, dis-nous tout. Eh ben donc nous donc comme elle l'a dit, c'est un exercice qui se fait chaque année. Et chaque année c'est un peu plus détaillé, ce qui est normal. Enfin ce qu'elle disait. Donc quand on a commencé en 2017, c'était plus léger. Et puis maintenant on doit expliquer davantage comment on travaille et justement sur quels engagements on progresse. Quels sont ceux où il y a plus de challenge.
C'est d'un point de vue très pragmatique, on transmet on transmet toutes les informations demandées sur tous les domaines, les 6 domaines dont elle a parlé, les axes de l'audit. Donc, chaque axe d'audit, ça correspond à des questions. Il y a 250 questions. 250 questions. Ah voilà, bon, mais je les avais pas comptées, mais maintenant, ça y est, ça me fait peur pour l'an prochain. En profondeur, là. Voilà, donc je me disais bien que ça durait longtemps, cet audit, mais voilà. Non, mais donc, c'est 250 questions, c'est nécessaire pour couvrir justement l'ampleur de ce qu'est une société et comment on fait pour justement sur tous les domaines de la gouvernance d'entreprise au sourcing des matières, au choix tout est passé au peigne fin. Et donc l'objectif c'est d'identifier tout ce qui est comment les choses sont faites et qu'ils puissent se rendre compte de quelle est notre attitude et surtout quelles sont nos actions sur chacun des domaines qui les intéressent et qui permettent après de se faire une opinion sur est-ce que l'entreprise doit être labellisée ou pas. Mais bon, c'est un audit, mais c'est pas si horrible que ça. Et ça a duré combien de temps pour vous, du coup? Parce que je crois qu'il y a une fourchette assez large, tu me disais, Héloïse, par rapport à la durée du temps d'audit, en fait. Oui, au minimum, on va compter à peu près 1 mois pour être, enfin, quand une marque commence à être auditée. Et ensuite, ça va vraiment dépendre de la taille de la structure, en fonction du nombre de produits, en fonction du nombre de fournisseurs aussi, en fonction de si la marque elle a déjà toutes les informations de son côté ou pas, ou s'il faut qu'elle aille les chercher, parce que du coup, l'audit permet aussi de structurer les informations. Donc, voilà, tout dépend un petit peu du stade de la marque à ce niveau-là, si elle est plutôt organisée ou pas, et si elle a beaucoup de produits ou pas. Voilà. Donc, mais il faut compter au minimum 1 mois. Ok. Et du coup, pour toi, Jennifer, ça a duré combien de temps? Moi, je le fais par petits bouts parce que comme ça va mieux. Donc moi, ça s'est étalé sur plus longtemps que moi, j'avoue, hein, mais bon, j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Hein, donc, il y a non, mais après, il y a la partie pour la marque et il y a notre travail aussi à nous. Donc là je compte aussi la partie analyse de notre côté, analyse de la conformité, vérification des éléments, les retours qu'on fait aux marques. Voilà. Ok, bon, c'est normal alors que j'ai pas mis 1 mois. En même temps, il y a une large collection quand même, hein, hommes et femmes. Oui. Donc, c'est sûr, ça prend du temps. Après, l'avantage de Julien John, juste par rapport à ça, petite parenthèse, c'est que tu es sur de la maroquinerie. Donc, tu es vraiment sur un métier spécifique. Et on a des marques aussi qui peuvent faire de la chaussure, du pull, du pantalon. Voilà. Donc, du coup, là, c'est encore un autre travail. Voilà. Ouais. Nous, c'est plus simple. C'est bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour faire un petit focus sur l'industrie du cuir, hein, c'était intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette fameuse industrie. Et ce serait intéressant que tu partages justement ton point de vue, Jennifer, parce qu'on critique beaucoup cette industrie au niveau de son impact environnemental, qu'il y a beaucoup de problématiques liées au bien-être animal. Toi, tu as choisi en tant que marque éco-responsable, transparente, de choisir le cuir. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce matériel-là? Et qu'est-ce que tu peux en dire justement de cette industrie avec ton expérience du terrain et qui est dans les coulisses de cette industrie? Alors, les coulisses, moi je les ai vues depuis longtemps parce que je viens d'une famille de tanneurs de cuir justement, donc je vois très bien comment ça se passait et comment ça a évolué surtout. Donc, quand j'étais enfant, il y a quelques années, toutes les tanneries en Europe ont été obligées d'installer des stations d'épuration pour être sûr que justement tous les déchets qu'elles rejetaient et surtout l'eau qu'elles rejetaient dans les rivières, puisqu'il y a un travail de rivière important en tannerie, toute l'eau était aussi propre, voire plus propre que l'eau qu'elle utilisait. Tout a été fait en termes d'odeur, d'environnement. Enfin bon, il y a beaucoup de régulations et heureusement, c'était des régulations qui avaient besoin d'être mises en place
et donc qui ont été mises en place pour l'environnement, mais aussi pour les travailleurs, en termes justement d'émanation, de produits, tout est arrivé le développement des normes REACH, donc j'imagine que vous en avez déjà parlé, ça, etc. Bon, donc tout le métier, en fait, c'est énormément professionnalisé, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux vus en Europe et qui, du coup, m'a marqué pas mal fortement même pour Jules et Jen. Et c'est pour ça que nous, on utilise uniquement des cuirs qui sont tannés en Europe parce que c'est un endroit où justement les conditions de travail et de rejet sur l'environnement sont hyper contrôlées et ne cessent de s'améliorer. Donc voilà, donc ça, c'est déjà toute cette partie-là. Ensuite, sur la partie du bien-être animal, donc ça, c'est un sujet, en effet, qui est un débat de société, moi, je pense, qui, justement, les abattoirs, faut savoir que ce sont des organismes qui sont semi-publics, donc c'est des choses beaucoup bien qui dépassent un peu, justement, des marques comme les nôtres. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cuir, c'est le premier upcycling de la planète, quoi, parce que c'est un déchet de l'industrie alimentaire qu'on réutilise pour ne pas le jeter. D'ailleurs, là, justement, pendant le Covid, les tanneries étaient fermées, les abattoirs, ils ont croulé sous les pots, ça pose des problèmes énormes de brûler ces pots, les détruire. Et en fait, ça pollue énormément. Enfin, c'est un énorme problème actuellement, justement, parce qu'on on tanne pas ces pots. Tant que nous mangeons de la viande, tant qu'être qu'être humain, on consomme de la viande, la peau, c'est un déchet qui arrive. Donc voilà. Donc, là aussi, si on a une approche holistique du cuir, on peut dépassionner et se rendre compte que ce n'est pas justement que une mauvaise chose. Donc en étant consciente de tout ce qui existe, je pense qu'on peut raisonnablement continuer pour l'instant. Tant qu'il y a des déchets à cycler, on peut continuer à utiliser, sachant que c'est une matière qui est une des plus durables pour faire des chaussures, par exemple, et aussi une matière qui, à la fin de sa vie, se détruit et peut se recycler de manière très efficace. Donc, en soi, ça a finalement pas mal une matière naturelle qui a beaucoup d'avantages. D'accord, parce que vous n'utilisez pas du tout de matériaux recyclés ou les nouveaux cuirs. Oui, alors nous, on utilise véganes, comme on dit. Ici, on a même des produits véganes, oh là là. Mais en fait, nous, notre concept, c'est pas de surfer sur la dernière tendance. Donc, justement, c'est ça de ne pas faire du greenwashing aussi, je pense. Et donc, nous, à aujourd'hui, la matière la plus confortable et la plus durable pour de la chaussure, c'est du cuir. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Maintenant, évidemment, on fait des tests d'autres matières. Donc, on utilise de la toile en PET recyclé. C'est uniquement des bouteilles en plastique recyclé. Donc, c'est sympa. Dans chaque chaussure, c'est l'équivalent de 9 bouteilles recyclées. Donc, on fait des essais. On teste en permanence. Là, on a testé du cuir d'ananas parce que le premier cuir d'ananas qui est sorti il y a quelques années, il avait une certaine texture qui correspondait pas à l'esthétique qu'on recherchait. Là, maintenant, il y a un nouveau cuir d'ananas avec un autre esthétique, donc on le teste. Mais en fait, ces cuirs d'ananas, la moitié de la composition, ça reste du pétrole, ça reste du plastique. Donc, en fait, il faut toujours quand même aller au fond du concept, quoi, et être sûr que ce qu'on veut utiliser comme alternative, c'est mieux. Donc, on fait des essais, mais moi, je pense que ce qui sera la vraie révolution, c'est quand on arrivera à faire du cuir en laboratoire et avec juste une cellule de collagène, on arrivera à faire des milliers de mètres carrés de cuir. Donc ça, ce sera issu d'un naturel. Donc sans plastique ni rien, mais pas issu de vaches. Donc voilà, donc, pour moi, c'est ça la solution. Malheureusement, pour l'instant, ça fait 10 ans qu'il y a des labos qui travaillent dessus et c'est toujours des échantillons et c'est pas encore commercialisable, mais ça va venir. Donc voilà, il y a des pistes et nous, on fait très attention à ce qui se passe. Mais à aujourd'hui, c'est responsable d'utiliser le cuir tel qu'on l'utilise. Ok, c'est intéressant de voir comment on peut être
transparent justement dans cette industrie. Donc, c'est Bah oui, merci pour nous avoir éclairé sur cet aspect. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde parce que c'est quand même, on porte quand même majoritairement des chaussures en cuir ou sinon c'est du sky. Donc, ouais, voilà, voilà, c'est important de savoir qu'on peut être consommateur en ayant du cuir, quoi. Voilà. Donc, merci. exactement. Et pour revenir du coup à notre sujet plus précis autour du label Slow We Are, est-ce que vous pourriez nous dire les retours que vous avez déjà, notamment Héloïse, toi, auprès des consommateurs, des marques aussi, comment ça se passe depuis ces dernières années qu'il a été mis en place, quels sont les retours que tu as eus? Et puis après, Jennifer, nous dire toi en tant que marque, ce que ça t'apporte. Alors, nous, les retours au niveau des consommateurs, en général, on a des messages et tous les retours qu'on a, c'est par rapport surtout à l'information qu'on arrive à partager avec eux. Ça les aide énormément dans soit dans leur déclic vestimentaire. Ils tombent sur notre site à travers un premier article. Ils fouillent beaucoup, en fait, nos lecteurs sur le site. Ils tombent d'article en article et ça leur ouvre les yeux sur vraiment l'industrie textile et surtout sur les alternatives. Et donc, du coup, la manière dont nous, on essaye d'approcher les sujets, c'est toujours avec un côté positif, non culpabilisant. Et donc, ça, c'est beaucoup apprécié, ce côté-là, parce que du coup, en tout cas, on essaye toujours d'inspirer un nouveau mode de vie et de montrer tous les côtés positifs, de basculer et de privilégier une consommation plus responsable et de montrer toutes des solutions qui existent. Donc, on a ces retours-là, des retours aussi de personnes qui ont pu faire des événements avec nous, qui sont super contents et en fait, de fil en aiguille, ils découvrent une marque, une deuxième marque et une troisième marque. Et en fait, les choses se font petit à petit. On n'est pas dans un process où nos lecteurs basculent du jour au lendemain vers la mode éco-responsable, mais voilà, ils sont éveillés pour ceux qui commencent à nous découvrir et puis pour ceux qui nous suivent depuis 3 ans, en fait, ils sont vraiment des lecteurs fidèles. Ils continuent de découvrir chaque fois des nouvelles marques. Donc ça, ils apprécient beaucoup. Et ils apprécient aussi beaucoup notre côté engagé sur les réseaux sociaux, notamment avec les messages que l'on partage sur des méthodologies, vraiment des outils pour simplifier le quotidien et pas se prendre la tête sur la manière dont on peut changer son dressing parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut vraiment changer les choses, ça se fait sur du long terme. C'est un peu comme une petite course d'endurance, en fait. On n'est pas là pour faire un sprint, mais voilà, changer son dressing, il faut au minimum 3 ans pour qu'il soit un peu plus éco-responsable. Donc, ça ne sert à rien de tout jeter du jour au lendemain. Et donc, on a vraiment des lecteurs qui sont sur cette vision-là. Donc, c'est hyper agréable d'avoir ces retours-là. Parce que c'est vraiment notre philosophie. Et puis, pour les marques qui sont labellisées, les retours qu'on peut avoir, c'est d'une part une satisfaction concernant l'accompagnement, l'audit les aide pour beaucoup en fait, ils sont d'emblée une marque éco-responsable, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément pensé dès le départ. Et donc, du coup, ça leur ouvre un peu des nouvelles perspectives d'axes d'amélioration. Des questions aussi qu'ils n'ont pas posées à leurs fournisseurs. Donc, nous, on les aide aussi sur cet aspect-là. Et puis, sur l'aspect aussi entraide entre marques, développer des nouvelles synergies. On voit par exemple des marques collaborer ensemble sur des shootings photos. Voilà, c'est des trucs tout simples, mais qui se font naturellement. Donc, ou mutualiser des espaces sur des salons. Enfin, voilà, c'est vraiment cet esprit-là. Et, puis, Jennifer, tu compléteras. Oui, on a la vie concret d'une marque. Tu diras ce que tu en penses. Voilà, c'est vraiment cette complémentarité et surtout, oui, voilà, la visibilité aussi, du coup, qu'on apporte aux consommateurs qui les aide aussi à se faire connaître, à gagner en visibilité, puisqu'en fait, un de notre rôle aussi, c'est de faire matcher finalement l'offre et la demande. Il y a les consommateurs qui sont en recherche, qui cherchent à identifier des marques éco-responsables, qui ne savent pas par où passer. Du coup, nous, on est là en relais. Et puis, tu as la marque qui cherche à se faire connaître auprès de cette personne-là. Et donc, du coup, finalement, ça match, quoi. Et donc, ça, c'est
Ça, c'est super. Et du coup, Bon, justement, ben, elle a tout dit, c'est bon. Hein. ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Ce qui est intéressant avec votre label, c'est que dans un des précédents talk shows, on parlait justement des labels et certifications dans l'industrie textile. Il y avait cette réflexion, il y avait beaucoup de labels, beaucoup de certifications et les gens avaient du mal à s'y retrouver. Et vous arrivez vraiment pour un peu synthétiser, finalement, apporter une simplicité, peut-être, si on peut dire ça. Ouais, en fait, bah aussi un peu au départ dans notre réflexion, effectivement, moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de labels quand j'étais en phase de découverte de la mode éco-responsable. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de faire tout un document là-dessus et on se rend compte qu'il y a plus d'une quarantaine de labels, en fait. Et encore, on les a pas tous listés dans ce document. Donc, ouais, il y a de quoi, enfin, on peut pas les connaître tous par cœur, d'autant plus quand on est un consommateur, à moins d'être voilà, d'être hyper euh, motivé, mais sinon c'est hyper compliqué. Et en plus, ce sont des labels hyper techniques. Et en fait, nous, notre rôle, il n'est pas à ce stade-là. Il est là, notre travail à nous, c'est de vulgariser, c'est de démocratiser la mode éco-responsable. Donc nous, comme je le disais, on a un label qui met en avant les marques, mais pour faciliter le décryptage pour les consommateurs. Et ça prend en compte finalement l'ensemble de ce que c'est que la mode éco-responsable. Parce que du coup, tu vas avoir un label pour telle matière, pour le recyclage, pour le commerce équitable, etc. Et en fait, la mode éco-responsable, elle est plurielle. Et c'est pour ça que nous, on a fait notre propre définition, notre propre manifeste aujourd'hui, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, on a, à travers notre label, créé un standard finalement de ce que c'est que la mode éco-responsable. Donc, c'est en ça, effectivement, qu'on essaye de simplifier l'accès au consommateur et voilà, qu'il n'a plus à se poser de questions. En fait, il n'a qu'à aller voir sur notre site et il découvre des marques qui, d'emblée, cochent des critères liés à la mode éco-responsable, qui sont transparentes, éthiques et cohérentes au niveau de leur démarche. Voilà. Et du coup, Jennifer, tu veux quand même rajouter quelque chose? Pardon, je parle beaucoup. C'est bien, c'est bien. Ben moi, je mets dans l'ordre justement de l'impact du label. Moi, je trouve que la visibilité pour nous, ça a été assez important, bon, encore plus au début, quoi. Justement, c'était un appui que de faire partie de la plateforme de So We Are et voilà, et d'avoir eu ce label. Ensuite, la communauté, c'est vrai, c'est un plus, je trouve. Le fait que les marques, quand on a envie de faire des choses ensemble, ben, c'est facile. C'est un vivier déjà de personnes qui pensent la même chose, donc ça simplifie la vie. Mais bon, moi, je mettrais d'abord quand même la visibilité, la notoriété pour la marque parce qu'en fait, la slow fashion, ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau et qu'il y a un grand travail d'évangélisation qui est nécessaire et donc de vulgarisation parce qu'on lit encore tout et n'importe quoi dessus, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça le point fort. Ok. Du coup, on arrive bientôt à la fin de notre talk show. Donc, si vous nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions. Et avant de finir, du coup, je voulais voir avec vous si vous avez encore envie de partager un mot pour conclure par rapport à cette slow fashion, à tout ce que vous mettez en place. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil justement aux consommateurs? J'y vais ou je te laisse? J'ai beaucoup parlé. Bon, alors j'y vais parce que sinon elle aura tout dit. Non, moi le seul, nous on est actifs surtout dans la mode, mais moi je pense que c'est une approche plus globale qu'il faut avoir, quoi, et que justement c'est super de le faire dans la mode, mais on peut l'appliquer vraiment à tout ce qu'on consomme et que donc essayer de rechercher des marques transparentes, il faut l'appliquer à la décoration, dans la nourriture, ça se fait un peu plus déjà, mais de manière générale, dès qu'on a envie d'acheter quelque chose, appliquer cette même démarche. Donc c'est quelque chose qu'on devrait généraliser, quoi. Alors, pour ajouter, je dirais juste que c'est de la mode éco-responsable, à mon sens, c'est une mode positive, joyeuse, qui fait du bien. Voilà.
Ok. Bon, c'est un joli mot pour conclure. Je regarde s'il y a des questions. Alors, il y a eu une question de Liliane. Alors, elle demande si c'est un label pour la chaîne de production. Je pense que c'était ça la question, hein. Donc, D'accord. il y a juste Alors, le label de la chaîne de production. on prend en compte la chaîne de production, mais on ne va pas regarder que ça. Donc, Mhm. comme je l'ai expliqué. Ouais, ok. Il manque l'appli. Ah, ben l'appli, Ah, l'appli, il y a Clear Fashion pour l'instant. Mais ça alors, peut être une pour appli. l'appli, là, c'est marrant qu'on pose la question. Nous, on a développé un partenariat avec justement un outil RSE qui a sa propre application qui s'appelle Vigi. Ah Donc, oui, ouais. VIJI. Mhm. Et en effet, donc, du coup, on a lancé une collaboration à partir du mois de juin, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 24 marques du label qui sont présentes sur cette application-là. Et donc, on peut retrouver à travers cette application euh, l'histoire de la marque, mais sous un autre angle. C'est-à-dire, on va pouvoir retrouver des informations sur l'aspect santé, sur l'aspect environnement, sur l'aspect social. Et c'est chaque marque qui complète les champs au niveau de l'application. Donc, ça veut dire que c'est une application qui pousse à la transparence aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je montre le site, comme ça, c'est encore plus simple. Voilà, exactement. Donc, on peut utiliser soit le site, soit l'appli, et c'est clé en main en fait, hein. On trouve toutes les news sur tout ce qu'il faut savoir sur la marque, et c'est un bon complément de ce que nous on fait. Donc, eux, c'est vraiment un outil du coup d'information sur la traçabilité de la marque. Donc, c'est quelque chose de différent. C'est en ça du coup qu'on fait de très belles synergies, du coup, parce que nous, on est sur la partie label, on labellise la démarche de la marque, et à travers Vigie, en fait, on retrouve euh, l'information sur les différents aspects, sécurité, sociale, origine, environnementale. Donc, Voilà. on voit si les différents tests ont été faits ou pas, etc. Voilà. Donc, si jamais, pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, vous avez découvert Vichy. Ok, alors je regarde s'il y avait une autre question. Voilà, dis merci. Liliane dit merci. Bon. Voilà. Bon, n'hésitez pas encore, il reste encore quelques instants s'il y a des questions complémentaires. Bah, Donc, je crois en qu'il... attendant, Oui, si voilà, vas-y. question, j'ai oublié de parler de quelque chose justement qui est complètement en lien avec la thématique de ce soir. C'est un article en fait qu'on a rédigé sur le greenwashing. Peut-être qu'on pourrait partager du coup aux personnes qui étaient présentes ce soir. Oui. Voilà, c'était pour inviter à lire cet article et notamment à s'appuyer sur une méthode du coup qu'on a créée pour permettre un petit peu de déjouer les pièges de greenwashing. Donc, c'est tout simplement une méthode qui s'appelle la méthode Green. Mhm. Et en fait, le G, ça signifie gratter le discours des marques. R, l'idée, c'est de repérer un peu les imperfections dans le discours. Il y a le premier E, c'est évaluer les différents labels, on en a parlé. Et puis, examiner les étiquettes aussi, c'est important. On arrive à avoir un certain niveau d'information sur les étiquettes des vêtements. Et puis, le N, c'est vraiment, au final, au global, pour savoir si une marque est vraiment éco-responsable ou pas, elle doit nécessiter une certaine cohérence. Voilà, donc c'est toute la méthode, elle est expliquée dans cet article en particulier. Ok, ben on va le partager dans le groupe du guide Facebook. Comme ça, Voilà, si ça intéresse, si ça peut aider, voilà. ouais, non, ça peut être vraiment bien. Du coup, on va le partager, tu m'enverras le lien et puis je Ouais, partagerai. Ok, bah, je crois que du coup, on arrive à la fin. On n'a pas eu d'autres questions. Donc, visiblement, c'était assez clair ce que vous avez partagé. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver Slow We Are avec toutes les marques et Due Legend si vous avez envie de vous acheter une belle paire de chaussures qui va durer. C'est sur le site du coup, duelegend.com, hein, c'est ça? Voilà. En tout cas, je vous dis donc merci à toutes les deux encore d'être venues partager vos projets, vos engagements.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez contributrices du guide de la mode éco-responsable. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui souhaiteraient se le procurer, il est disponible sur le site de la FNAC, sur le site de Place des Libraires. Plus d'informations sur le site modeécoresponsable.com. Et vous pourrez retrouver le replay de ce talk show sur la chaîne Poesia Channel, où il y a tous les autres épisodes aussi qui sont disponibles. Et je vous donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour le prochain épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Merci à tous et bonne soirée. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!